Bonjour à tous et à toutes. Je commence immédiatement. Donc, comment la culture design a changé l'innovation? En fait, on va revenir sur des choses dont on a déjà pas mal parlé ce matin, je crois. Je rebondis sur la notion d'expérience. En fait, le 21e siècle va être celui de la réhumanisation et celui de la réhumanisation de l'objet. Alors, l'objet, dans toute mon intervention, c'est en fait n'importe quelle offre, un produit, un service qui va être rémunérisé. Alors, et c'est là que la culture design rentre en compte et que le design rentre en compte pour comprendre la relation en fait de l'objet à l'humain qui va permettre justement de repenser cet objet. Au XXe siècle, en réalité, toute l'innovation et tout a été drivé par l'efficacité opérationnelle. En fait, la volonté de réduction des coûts. Et en réalité, on est arrivé à un alignement des offres. Tout était pareil. Et puis avec le 21e siècle, c'est l'explosion des technologies. Et donc, c'est l'explosion des possibles, en réalité. Et ça a rajouté... Alors, plein de business models nouveaux sont apparus. Les plateformes, la mobilité, les contenus générés par les consommateurs, j'en passe, il y en a une infinité. Et ça, associé au fait aussi qu'il y avait énormément de cash disponible, a fait émerger énormément de projets. Énormément de possibles. Et qui dit ça, dit en réalité réouverture, réintégration du choix. En très peu de temps, on est passé de l'océan rouge à l'océan bleu. Et qu'est-ce qui devait, dans ces cas-là, être la grille? Qui dit choix, qui dit réintervention du choix, dit aussi qu'on sort de la rationalité et qu'on rentre dans une forme d'irrationalité et d'exigence. Et ça suppose de comprendre quel est le projet de l'usager. Et c'est là que tout d'un coup, l'usager est revenu au centre. C'est quoi son projet? C'est quoi son envie? C'est quoi sa grille de subjectivité? Là, toute une nouvelle batterie de critères. Si je prends l'exemple de l'hôtellerie, en réalité, on était arrivé à une forme de standardisation des chambres, de plus en plus à la fin du XXe siècle, alors encore plus dans le créneau business. Et en fait, comment on choisissait? On choisissait par rapport à un critère très rationnel. Et puis est arrivé Airbnb. Alors, première chose, Airbnb, il n'est pas arrivé comme ça. Il est arrivé après plein d'autres projets qui étaient rendus possibles par la technologie. Mais Airbnb, à un moment donné, est arrivé et a rencontré son public parce que ce qu'il a offert, c'est non plus une chambre, mais c'est une infinité de choix, une palette de choix qui était l'habitat de chacun. Et d'ailleurs, regardez, on est passé de l'hôtellerie à l'hospitalité. Et tout d'un coup, on a fait un changement très profond de la démarche sur un secteur donné. C'est la même chose dans les taxis, c'est la même chose dans les moyens de paiement. La technologie est devenue un enabler, un facilitateur, mais c'est aussi devenu une commodité. Et donc, face à ça, il fallait remettre au centre, c'est la phrase tarte à la crème, remettre au centre le client. Ça fait des années qu'on l'entend. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on identifie son projet réel? Comment est-ce qu'on identifie ce qui influence son projet? Comment est-ce qu'on identifie dans quelle vision il s'inscrit? Parce qu'il n'y a pas que le projet. En fait, c'est une manière de voir les choses. Je veux pas un crédit immobilier. Je veux une maison. Mais pour avoir une maison, faut que je la finance et il faut que j'ai un crédit immobilier. En fait, je veux pas une chambre d'hôtel. Je veux visiter une ville où je pars en vacances avec ma famille. Ou bien je pars en voyage d'affaires dans un congrès. Et hop, là on voit que, là aussi, en fait, quand on est un homme ou une femme d'affaires, par exemple, et qu'on investit un hôtel, aujourd'hui on investit un nouveau territoire, mais regardez l'exemple des hommes et des femmes d'affaires quand ils prennent l'avion. En fait, ceux qui le prennent de manière régulière, tout de suite veulent se différencier. Ils sont différents. Ils ont une attitude qui montre qu'ils ont l'habitude de le faire. Et ça permet d'être dans un entre-soi et dans tout leur comportement, ils ont une forme d'entre-soi qui les renvoie en fait sur leurs propres valeurs. Et c'est ça aussi qu'ils vont rechercher à l'hôtel en tant qu'homme d'affaires. Si je le fais régulièrement, je vais rechercher quelque chose qui me renvoie à ma propre reconnaissance dans mon statut d'homme ou de femme d'affaires. Et c'est en force de ça qu'on va retrouver des nouveaux concepts qui vont émerger dans ce secteur-là. Moi, il y a un exemple que j'aime énormément, qui est un tout petit exemple qui montre bien toute la subjectivité de l'usager et qui montre bien que face à ça, elle se confronte encore aujourd'hui du côté des entreprises et aux sciences de gestion et non pas aux sciences de la créativité. Il y a une grande entreprise française qui avait refait son siège.
Elle a travaillé avec des bureaux d'études et elle a fait exactement le nombre d'ascenseurs qu'il faut, vu le nombre de personnel qu'il y avait, et le nombre de montées et de descentes, et le nombre d'étages qu'il y avait sur ce siège. Parfait, on inaugure le siège, tous les bureaux techniques ont validé les ascenseurs, et c'est le sujet de tous les syndicats. Tout le monde se plaint de la lenteur des ascenseurs. Tout le monde se dit, il n'y en a pas assez, et ils sont trop lents. On vérifie, leur rythme est le bon. On vérifie les usages classiques, techniques. Il y a le bon nombre d'ascenseurs par rapport au nombre de salariés dans cette entreprise. Mais le président en a marre, il n'entend parler que de ça. Et donc il dit, démerdez-vous, pendant les vacances, vous me rajoutez des ascenseurs. On parle de 25 millions l'ascenseur, hein, je veux dire, paf. Donc très bien. Et la personne en charge de ça se dit, il y a quand même un truc bizarre puisqu'on a tout fait juste. Donc, je vais faire appel à un designer et je vais étudier les usages de l'ascenseur. Donc, ce designer, il va d'abord dans d'autres endroits où les gens ne se plaignent pas et il regarde comment fonctionnent les ascenseurs. Et puis, il revient et il regarde comment fonctionnent les ascenseurs. Et il comprend l'usage de l'ascenseur. Pendant les vacances, il fait quelque chose qui coûte à peu près 1 500 € et qui fait que tout le monde est ravi parce qu'on a enfin des ascenseurs qui vont plus vite et qui fonctionnent bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté des miroirs qui avaient été oubliés dans l'attente des ascenseurs et dans les ascenseurs. Dans un ascenseur, on se regarde. Quand on attend un ascenseur, l'humain se regarde. On vérifie qu'on a le nœud de cravate qui va bien. On vérifie qu'on a bien mis son mascara. Et tout d'un coup, on ne voit pas l'attente. Et c'est vraiment montrer comment il y a une subjectivité de l'usager qui est à prendre en compte dans n'importe quelle démarche d'innovation. Donc oui, on a aujourd'hui d'un côté une technologie qui rend tout possible. En réalité, les choses se font extrêmement vite et tous les business models sont possibles. Et d'un autre côté, on a un usager qui, de plus en plus conscient de ça, et devient exigeant dans ses choix. Il faut décrypter ses projets. Et ces projets sont par ailleurs changeants parce que ce que la technologie a permis en termes de possible a fait émerger aussi des nouvelles exigences. La quête de sens, l'exigence du développement durable et de mon rôle dans la société dans laquelle je vis, mais aussi l'immédiateté, mais aussi la transparence. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à prendre en compte. Mais qui dit subjectivité de l'usager et appel au designer, dit aussi subjectivité du créateur, du concepteur. Je ne sais pas où je suis supposée voir mon timing pour ne pas... Voilà, tout va bien. Tout va bien, merci. Donc je disais la subjectivité du créateur aussi. Et qui dit subjectivité du créateur et prise en compte de ça, veut dire qu'il y a une nouvelle forme d'innovation qui va émerger, qui va être beaucoup plus libre, mais ça veut dire aussi, et on est dans un processus classique, qu'il y a aussi plus de risques de succès ou d'échec. On n'est pas simplement sur quelque chose et une vision productiviste, puisqu'on est sur une vision expérientielle. Je rebondis sur ce qu'a dit le maire de Cannes. Mais quand on est là-dedans, eh ben on peut se tromper. Et donc on retrouve ce corollaire tellement important dans l'innovation, qui est l'acceptation de l'échec. Et l'acceptation de l'échec, vous allez voir, c'est aussi un process qui est apprenant. Je vais vous donner un autre exemple, et alors là, j'ai zappé, j'ai oublié de passer là-dessus, mais en réalité, ça, c'est comment une vision design et une approche design de l'usager, en fait, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il voit, mais il y a aussi ce on appelle les pain points, sa souffrance, qu'est-ce qui aujourd'hui lui est désagréable, il y a ce qu'il entend, ce que disent les amis, ce que disent les autres, ce que disent ses pairs, il y a ce qu'il pense, voilà, il y a tout qui permet de faire émerger en fait une cartographie. Ils ne sont pas tous pareils, les usagers. Il y a bien des grandes familles qui émergent et par rapport à ça, le concepteur va essayer de répondre au mieux et toujours aussi dans une optique marchande, c'est-à-dire aussi comment j'arrive à trouver une économie à ça. Je ne peux pas être que dans le rêve. Il faut qu'il y ait de la magie, il faut qu'il y ait de la poésie, mais il faut aussi qu'il y ait de l'économie et c'est cette équation qui est absolument clé. Je vais vous donner un autre exemple qui vous montre aussi le facteur qu'on appelle la sérendipité et qui fait partie du design. La sérendipité, c'est un peu le hasard. C'est un peu l'ingrédient inattendu qui a permis de faire émerger une offre, qui a permis de faire émerger un nouvel objet humanisé. Alors, moi, je dirige une école où on travaille en mode projet. C'est-à-dire que, et en plus, on fait pas du tout des études de cas, on ne fait que des vrais projets.
Et on confronte les étudiants à la réalité des situations et aux collaborateurs. Et il y a quelques années, un grand groupe d'hôtellerie, Accor pour ne pas le nommer, nous dit « Objets connectés, nouveaux usages, quel objet connecté dans l'hôtel demain ?» Alors bien sûr, on a commencé avec les bracelets couvraient les portes et des trucs qui finalement étaient déjà une commodité. Et puis les groupes d'étudiants sont partis en observation. Et ils sont partis regarder ce qu'il en était dans l'hôtel. Et il y a un groupe d'étudiants dans lequel il y avait un étudiant algérien. Il part dans un hôtel du quartier, qui était un hôtel Ibis. Et la caractéristique d'Abdelhamid, c'est que dès qu'il entend parler arabe, il y va comme une mouche sur le miel. Il entend parler arabe, il y va. Et dans le Ibis du coin, qui c'est qui parlait arabe? C'était la femme de ménage. Et ils se mettent à parler avec la femme de ménage et ils se rendent compte de l'incroyable pénibilité de leur travail. Et ils se disent, ça, il faut y répondre. Et ils se disent, il faut y répondre, mais il faut aussi répondre à l'exigence du groupe Accor. Et ils réalisent une chose, c'est qu'en réalité, la femme de ménage a une incroyable feuille de process et feuille de route de ce qu'elle doit faire tous les jours, qu'elle a des difficultés à appréhender. Et en fait, ils ont créé un chariot connecté avec une interface 100% iconographique qui permettait non seulement d'automatiser certaines tâches, mais surtout de créer en fait une vraie fluidité de communication entre toutes les parties prenantes dans l'hôtel. On l'a prototypé, on l'a avancé. La vérité, c'est que toute la partie très connectée, très technique, qui fait qu'on aurait identifié une fuite d'eau, en réalité, on n'identifiait que les inondations, donc ça ne servait pas à grand-chose. Mais en revanche, ça a énormément introduit beaucoup plus de dialogue entre la technique, le front et toutes les femmes de chambre qui, grâce à cet outil entièrement icono, aujourd'hui, fonctionnent beaucoup mieux dans l'hôtel. Vous voyez, tout est parti d'un étudiant qui, quand il arrive dans un hôtel, ne va pas au bar pour goûter le jus d'orange, mais va écouter en coulisses un certain nombre de femmes de chambre qui racontaient leur quotidien. Et ça, c'est la partie sérendipité et hasard qu'il faut aussi entendre dans l'innovation. Juste pour conclure, parce qu'il me reste peu de temps, aujourd'hui, il y a une exigence supplémentaire et on est passé de cette culture design qui, aujourd'hui, a du mal à être entendue. Les entreprises, elles ont théoriquement compris, mais elles vous parlent toutes de remettre le client au centre du dispositif. Mais elles ne savent pas écouter le client. Or, si on ne sait pas écouter le client, mais qu'on lui donne des questionnaires avec des réponses fermées fonction de ses propres préjugés ou convictions, finalement, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, et donc on ne peut pas faire évoluer son offre. Et on ne peut pas faire évoluer son produit et son objet ou son service pour répondre à son projet à lui. Or, ce n'est que comme ça. Et le projet du client évolue énormément et on voit apparaître aujourd'hui quelque chose dont vous allez de plus en plus entendre parler, qui est le design circulaire. Le design circulaire, il tient compte justement non seulement de l'exigence du client par rapport à son projet, mais de l'inscription de l'utilisateur, de l'usager dans le monde et dans son environnement. Et donc, c'est toute la question, non plus de l'objet, mais de l'impact de l'objet que les designers posent. Il faut non seulement penser l'objet, le réhumaniser, mais également penser son impact et sa réutilisation. Et ça, c'est ce qui va permettre de prendre en compte les exigences de développement durable, d'impact sociétal, mais aussi de transparence, mais aussi d'immédiateté, toutes ces nouvelles exigences. Et si je reviens à quelques fondamentaux de la définition du design, le design, c'est penser l'habitabilité du monde. Et je crois que l'innovation, c'est vouloir maintenir ou améliorer cette habitabilité. Et c'est pour ça que l'innovation ne peut pas se faire sans le design. Merci infiniment.